Bien, merci beaucoup et merci à tout le monde d'être présent. Je vais parler aujourd'hui d'une communauté qui existe depuis une quarantaine d'années, la scène démo, qui est une communauté de créateurs et de créatrices audiovisuelles. Les choix qui ont été faits par les membres de cette scène démo, donc les membres, je vais les appeler les scéneurs, les choix qu'ils ont fait montrent une volonté forte. Cette volonté, c'est celle de créer un environnement propice à une création et à une diffusion des images qui s'affranchirait des contraintes imposées par les outils numériques. Cette démarche, elle passe par l'élaboration de plateformes de diffusion et de création. Cette caractéristique, ça m'amène à questionner la viabilité déjà de tel projet, alors que certains acteurs du web semblent incontournables pour faire vivre des communautés. Et je souhaite envisager cette démarche sous un angle éthique, c'est-à-dire dans quelle mesure ce réseau de création et de diffusion, qui est innovant, qui est indépendant, dans quelle mesure il sert les convictions des scénars et renforce leur projet artistique. J'ai l'habitude que lorsque j'évoque ce type d'image, l'audience a un peu du mal à comprendre de quoi il s'agit pour la plupart, certains doivent connaître les démos, mais je vais quand même vous montrer un petit extrait de démo afin de vous donner une idée pour savoir de quel type de communauté je parle et autour de quel objet ils articulent leurs actions. Je m'envoie le partage d'écran, ça devrait marcher. Hop. C'est comme ça quelqu'un qui rentre, je pense, dans le Zoom. Qui se connecte. Donc je vais laisser un petit peu tourner la vidéo, j'imagine qu'elle doit un petit peu ramer par Zoom, le problème de la plateforme et construire des plateformes propres à la communauté. Mais c'est pour vous donner une idée parce que l'animation se complexifie au fur et à mesure. Donc cette image s'est tirée de ce qu'on appelle une démo. Il s'agit, cette démo s'appelle FR041 Débris, qui a été créé par le démo groupe Farbroche. Démo groupe, c'est un collectif de créateurs. Elle a été diffusée pour la première fois à la démo Breakpoint en 2007. Et si je parle d'une démo plutôt qu'une vidéo, c'est parce qu'il s'agit d'un programme informatique et pas d'un fichier vidéo. Pour les besoins de cette communication, j'en ai fait une capture. Mais il s'agit en réalité d'un programme. Donc là, la qualité de l'image est vraiment basse par rapport à ce que le programme peut donner. Une démo, c'est une production visuelle sous la forme d'un programme informatique. Les images sont générées par un code que les auteurs ont élaboré et optimisé afin de créer un fichier stable et léger qui produirait l'animation et la musique la plus impressionnante et stimulante pour le public. Et qui se complexifie, qui essaie de surprendre, surtout pendant presque 8 minutes pour celle-là. Et en général, c'est entre 5 et 10 minutes. Il y a plein de types de démos. Je vais revenir à leur présentation. D'abord, je pose. Hop, je reviens à la présentation. Donc, la référence de la démo. En vous montrant ça, en fait, je veux souligner un enjeu majeur des démos, c'est que la performance technique et l'exploration des potentiels créatifs qu'offrent les ordinateurs est au cœur du projet de la scène démo. Chaque démo doit témoigner de la virtuosité de ses créateurs et créatrices. Elle doit proposer, outre ses qualités esthétiques, un ensemble de hauts faits techniques. Je vais revenir rapidement à l'origine de cette pratique pour que le fonctionnement de cette communauté et ses usages aient plus de sens. Et donc au début des années 80, des crackers et des hackers pirataient des programmes informatiques. Les hackers, c'est ce qui lève la protection du logiciel. Et puis
une fois la protection levée, ces groupes signaient leur accomplissement en insérant le nom de leur groupe dans un écran qui s'affiche, en général, au lancement du logiciel. C'est pour revendiquer cette prouesse. C'est-à-dire, on a réussi, c'est notre groupe qui a réussi à copier, à pirater puis à copier ce logiciel. Je vais vous montrer en même temps quelques autres images pour vous donner une idée de la diversité que ça peut représenter. Donc ces signatures, à l'époque, en fait, elles ont évolué vers des prétentions plus artistiques. Les groupes ont commencé à styliser leur nom avec le typographie et la bordelle. Ils ont appliqué un son, puis une musique, puis des images. Ensuite, ces images se sont animées et finalement, le nom et la prouesse du cracking n'étaient même plus prioritaires, en fait. Donc le challenge ne concerne plus le cracking, mais la capacité des hackers à faire tenir un fichier visuel et sonore complexe dans le peu d'espace restant du support physique du logiciel, qu'il s'agisse d'une cassette, d'une disquette, d'une cartouche. Parce que lorsqu'on achète une cartouche avec un jeu dessus par exemple, quasiment tout l'espace est pris, il reste quelques kilooctets et les senneurs vont essayer de créer à partir de ce peu d'espace. Cet intérêt pour la création visuelle et sonore, ça va mener à une scission avec les crackers. C'est ici qu'on peut parler, à mesure de l'émergence de la scène démo. Les animations, elles se sont complexifiées. Elles sont devenues de véritables témoignages des compétences techniques et du sens artistique des personnes qui les ont créées. Cette démarche, elle souligne la volonté d'explorer les limites des ordinateurs. Et quand je parle d'ordinateur, j'envisage vraiment tout. C'est-à-dire Amiga, Commodore 64, PC pour les plus populaires, également Mac, Android, même une calculatrice ou l'écran d'affichage d'un thermomètre peut contenir une démo. Et absolument toutes ces plateformes sont explorées. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette pratique pour revenir à la question centrale, qui est comment cette communauté a su prospérer pendant presque 40 ans, conserver son ambition d'origine, c'est-à-dire une communauté qui repousse les limites des machines, organisée de manière horizontale et sans structure institutionnelle, qui fonctionne selon une économie non marchande qui réussit à organiser des événements d'ampleur, tout en étant finalement garant de son propre héritage à travers l'archivage et la diffusion. Donc on va y voir la continuité mise en pratique plutôt de certains idéaux libertaires des débuts de l'informatique et de l'Internet. Je reviendrai là-dessus plus tard. La question des plateformes est centrale ici parce que d'une part on observe que la scène démo utilise des plateformes grand public, bien sûr, et d'autre part les scéneurs ont fabriqué et utilisé des plateformes déjà existantes, des plateformes qui sont sophistiquées et indépendantes. Cette articulation a permis à mes yeux de construire un projet d'émancipation vis-à-vis des outils de création et de diffusion dominants. Ça permet d'assurer une cohérence avec le projet créatif de cette communauté. Je vais commencer par un tour rapide de certains outils, en évoquant des plateformes classiques utilisées par la scène démo, puis je viendrai ensuite sur des outils plus spécifiques. Donc Twitch, YouTube, Discord, Twitter, Reddit, c'est des acteurs incontournables de la diffusion d'images sur le web et de leur création, parfois également. Ces outils sont mobilisés par la plupart des communautés, quelles qu'elles soient, mais ils ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante à deux critères notamment. D'abord l'exigence de qualité qui est inhérente au type d'image dont je parle, et d'autre part l'expérience communautaire, qui a besoin d'espaces dédiés et de rencontres pour se développer. Donc, je vais plutôt m'attarder là sur des sites web consacrés à la scène démo. Ce que vous pouvez voir ici, c'est plusieurs sites comme web.net, scène.org, Demazoo, Curio, Democine.info. Donc, ce sont les noms de sites web dédiés à cette culture et à la vie de la communauté. Chacun a ses spécialités. Ils permettent en général de répondre à des exigences de diffusion, de communication, organisation, entraide
construction de projet, rencontres, diffusion, archivage. Je parle à plusieurs reprises de l'archivage parce que j'ai été très impressionné par la méticulosité avec laquelle les archives étaient tenues dans cette communauté. Avec aussi des stockages hors ligne, donc il s'agit que de certains sites web. J'ai trouvé intéressant de mentionner pour vous montrer l'importance qu'ont les plateformes web dédiées dans la vie de cette communauté. Et ce type de site web, c'est plus aussi courant qu'à une époque où on va souvent passer par des wikis, on va passer par des groupes Facebook, par des cercles, voilà, et là on a vraiment des sites qui sont dédiés à ça. Je vais maintenant aborder des plateformes plus singulières qui ont été créées et utilisées pour répondre à des besoins spécifiques. Je ne vais évidemment pas aborder tous les outils créés par les seniors parce qu'on parle de personnes qui ont vraiment de grandes compétences techniques, qui créent leurs propres outils de création. Donc, il y en a vraiment beaucoup trop, et j'en connais qu'une infime partie. Et en fait, j'ai choisi de me concentrer que sur un événement qui, je pense, à lui seul montre l'ampleur du travail effectué par les seniors et leur volonté de disposer de leur propre plateforme. Cet événement, c'est la Revision Demo Party 2022. Petite parenthèse pour expliquer ce qu'est une Demo Party. C'est un événement lors duquel les seniors se réunissent pendant 48 à 72 heures en général. Là, vous pouvez voir une photo de la Demo Party Assembly qui a eu lieu en 2004. Et là, c'est la Demo Party Revision 2017. Tout le monde, en gros, une grande partie des participants vient présenter des démos qui ont parfois nécessité des mois de travail pour les confronter aux travaux d'autres démos. C'est lors des démos parties que ces images sont diffusées pour la première fois. C'est aussi l'occasion d'organiser des concerts, de finaliser des démos, d'organiser des shader showdowns. Donc là, vous pouvez avoir une photo d'un shader showdown ou qui date de la Revision 2019 où Flopping et LSD Live s'affrontent dans une sorte de concours de programmation où on a 30 minutes pour créer une image à partir de rien, en programmant. Et à la fin, le public décide de qui est l'image. Les réactions du public, en fait, elles sont primordiales dans ce genre d'événement, puisque ces réactions peuvent départager les deux programmeurs, dans ce cas précis, et plus largement par rapport aux démos, ces réactions, c'est ce qui est recherché, en fait, par les créateurs et les créatrices de démos. Ça, j'ai notamment pu l'observer en étudiant des discours tenus par des démo makers, à l'écrit, dans des discussions, dans des films documentaires réalisés par la communauté. Donc il est vu comme indispensable de se réunir physiquement. Le offline, ça fait partie intégrante de cette scène. Donc la Revision Demo Party, c'est une des plus importantes de l'année, mais celle de 2022, elle a dû évidemment composer avec les contraintes de la pandémie et des difficultés de déplacement. Habituellement, il y a des centaines, des milliers de personnes qui se retrouvent à cette occasion pour discuter, programmer, jouer de la musique, faire la fête pendant plusieurs jours. Pour pallier à ça, on voit que des solutions ont été mises en place, notamment grâce aux compétences techniques dont je parlais des membres de la communauté. Tout d'abord, il y a un événement central qui a été organisé, qui n'est pas situé géographiquement, mais qui fait l'objet d'un système mondial, avec des commentateurs qui se relaient avec une diffusion de contenu. Et déjà, à cette étape, en fait, les présentateurs soulignent le fait qu'ils ont créé leur propre interface de contrôle de la diffusion. N'importe quel streamer va acheter des outils tout prêts pour ça. Pour l'occasion, on va faire notre propre outil de contrôle du stream. À côté de ça, puisqu'il n'y a pas d'événement physique central, il y a une quinzaine de mini-démo parties qui ont été organisées au même moment, un peu partout dans le monde, dans lesquelles les gens se réunissent pour regarder le stream, mais aussi pour diffuser le leur, avec leurs propres animations, sur place, mais aussi filmées, qui peuvent être... voilà. Donc il y a eu des
diffusion en continu. Twitch est utilisé en général, mais Twitch c'est Amazon, c'est aussi des publicités, c'est une interface rigide, peu d'options de contrôle pour les diffuseurs, pour les spectateurs. Donc il y a plusieurs plateformes qui ont été mobilisées pour mieux contrôler ce processus de diffusion. Par exemple, il y a Siloc, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais ça a permis d'héberger des streams en bonne qualité. Ce projet il dépasse la scène démo. Il s'agit d'un service de streaming de haute qualité qui offre ses services entre autres aux projets non marchands, militants, communautaires. À côté de ça, on a un StreamHub qui permet d'avoir une vue d'ensemble des diffusions en direct. Et un autre outil, cette fois 100% créé par les scénars, c'est SceneCity, un outil de streaming et de communication qui est très personnalisable, créé par les scénars pour les besoins de la communauté. La logique va encore plus loin, avec l'exemple de SofaWorld, que vous pouvez voir à l'écran. C'est un univers virtuel qui a été créé, qui présente des défauts. Ça reste un travail, on ne peut pas réunir 150 personnes payées pendant un mois pour le créer, voilà, c'est fait sur leur temps libre. Mais ça représente en fait un lieu qui va ressembler à une démo partie, organisée dans un hangar, qui est dans une zone commerciale. Chaque participant en fait peut s'y connecter avec son SIN ID, donc petite identification. Il peut se connecter et interagir avec les autres participants. L'idée c'est de proposer un lieu pour rencontrer des gens tout en profitant de la diffusion des compétitions sur l'écran géant. Donc là c'est le stream qui est directement montré dans un univers recréé. On peut également avoir le stream sur un coin de la fenêtre, comme ici, lorsqu'on se balade dans le monde. La liste des outils en fait, développés elle est encore longue, avec par exemple une plateforme qui permet d'organiser des concerts, des impros en ligne et de synchroniser les instruments. C'est des moyens techniques importants qui ont été mobilisés. Alors c'est quand même une prouesse technique, c'est complexe à mettre en place, mais du coup c'est des gens qui ont fait ça sur leur temps libre. Je me suis intéressé à ces plateformes. C'est pas quelque chose que je faisais au départ dans mon travail de thèse, mais en fait, je me penchais sur les délibérations internes à la scène démo, au sens de la délibération des images liées au sud-est. Et au-delà des délibérations écrites ou orales, j'ai pu envisager des comportements, des actions des membres de la communauté, comme des délibérations en acte. L'innovation du public lors de la projection d'une démo, par exemple, ça peut être envisagé comme participant à la construction d'un échange qui lui-même mène à l'élaboration d'une culture des images, des sons, qui peut permettre finalement d'établir une grille d'analyse de ces images, propre à ces images. On est face à des images particulières. La décision de créer de tels outils, ces plateformes, ça peut pour moi également être vu comme la manifestation d'un désir commun, un positionnement par rapport à un contexte technique et médiatique, surtout si on le relie au projet initial de la CNP. Donc, l'expertise technique des scénars, qui est utilisée dans le type d'un contrôle de l'environnement de circulation des images, ça rejoint le projet d'émancipation technique et artistique qui est à l'origine de cette notion de démo. Pour rappel, il s'agit de contourner les obstacles imposés dans la machine et d'en repousser les limites techniques. C'est plus le cas actuellement, mais par exemple dans les années 90, les prouesses techniques de la scène démo amenaient à des innovations qui se retrouvaient dans l'industrie derrière. C'était considéré aussi comme ça de l'antichambre, du cinéma d'animation, du jeu vidéo, etc., où on pouvait venir recruter là-dedans. Et pour moi, en fait, il y a un réel enjeu d'éthique à cette maîtrise des outils de production. Production, diffusion et communication, c'est qu'en construisant leur propre réseau, les scénars ont su rester cohérents vis-à-vis de leur projet artistique et communautaire. Les plateformes et leur fonctionnement ont permis à cette communauté de garder le contrôle de ces œuvres et de conserver
création à contre-courant de ce qu'on peut voir sur Internet depuis une vingtaine d'années. Créer cette plateforme, ça permet d'assurer une cohérence éthique de la création jusqu'à la diffusion. Plus tôt, Raphaël et Edouard ont mentionné David Dufresne, Guillaume l'a évoqué également, à travers sa volonté de s'émanciper des grandes plateformes. Je ne vais donc pas revenir dessus. En revanche, je vais revenir sur John Perry Barlow, qui en 1996 appelait les gouvernements à ne pas s'immiscer dans les affaires de cyberespace, qui étaient donc et devaient rester des lieux de liberté, d'anonymat et de décentralisation également. Depuis, finalement, les États n'y sont presque pas encore intervenus, mais les acteurs privés ont transformé cette idéal de centralité tout en imposant des standards dans la création. Je ne reviendrai pas sur Hitler pour finir rapidement. Ouais, je vais t'inviter à conclure, Florian, excuse-moi. Oui. J'en ai pour une minute maintenant. La scène démo donc ne suit pas cette tendance de centralisation. Il ne s'agit pas en fait de porter un projet qui prétendrait réguler tous les aspects de la vie selon des préceptes anarchistes. Pour David Gregor, ça n'est de toute façon plus un idéal réalisable. Selon lui, il s'agit plutôt de multiplier les initiatives locales, de créer des espaces de liberté. Ça renvoie finalement aux zones autonomes temporaires que Hacking Bay voyait le potentiel sur Internet. Et même si ce n'est pas toujours revendiqué explicitement, c'est quelque chose que je vois dans le fonctionnement de la scène des certains le revendiquent hautement. Et ici, en fait, pour conclure, je dirais qu'il n'est pas question d'idéaliser ce que peut faire Internet, ou à l'inverse, en dressant un portrait pessimiste. Je t'enverrai à Stéphane Vial cette distinction entre les deux positions. Pour moi, en fait, il s'agit simplement de faire le constat que si les images numériques peuvent porter un espoir émancipateur pour ces créateurs et créatrices et pour son public, ça doit forcément passer par un contrôle des moyens de diffusion, création et diffusion. Contrôler ces plateformes, ou au moins les choisir, c'est un enjeu de pouvoir qui, dans le cas précis, permet d'envisager de nouveaux potentiels créatifs, mais qui plus largement est central si on envisage le web comme un potentiel espace public. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Florian. On va prendre 5 minutes à nouveau pour ouvrir les questions à la salle. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation et la découverte effectivement de la démocène que je ne connaissais pas. Moi j'ai une question parce que en vous écoutant et en suivant également le partage d'écran que vous avez fait, vous avez mentionné, vous avez fait une référence à Hitler, mais vous ne l'avez pas développé. Est-ce que vous pouvez revenir dessus un petit peu s'il vous plaît? Comment vous articulez, comment vous l'utilisez voilà, par rapport à vos objets? Je vous remercie. Oui, bien sûr. En fait, je l'ai laissé de côté parce que bon, ça faisait un petit peu doublon avec d'autres choses que j'avais dites et j'essayais de réduire un petit peu le temps. Voilà. Mais en fait, Hitler, moi, je le mobilise parce que dans Mode Protégé, il évoque en fait le rôle qu'ont les utilisateurs, les ordinateurs, à contourner en fait les limitations imposées par les constructeurs aux ordinateurs. Parce que les constructeurs bridaient en partie les processeurs. Et finalement, les utilisateurs devaient contourner un petit peu tout ça pour libérer des potentiels de création dans ces machines. C'est une réflexion qu'on peut retrouver aussi chez Piaget par rapport à la logique de l'usage. Tu vas garder la conversation. Moi, j'associe beaucoup à la salle des grès. Comme je disais, c'est pas toujours revendiqué, mais c'est à la base du fonctionnement de la communauté, c'est repousser les limites des machines pour en découvrir un nouveau potentiel et créer des images qui seraient proprement numériques en quelque sorte, des images qu'on n'aurait pas pu attendre. Tu veux poursuivre? Il y a peut-être... Si tu veux oui, poursuivre la discussion. Merci beaucoup parce que
c'est intéressant parce que je ne le voyais pas du tout comme ça et justement je voulais vous demander justement, puisque vous avez pris comme cas théorique la délibération des images de Guillaume, où c'est quand même une question, la délibération en acte, une question, on va dire, avec une dimension, une épaisseur sémiotique. Hitler, justement, il est contre la mobilisation d'une approche sémiotique. C'était pour ça que je voulais que vous reveniez dessus, mais voilà, je ne comprenais pas effectivement pourquoi vous mobilisiez Hitler alors que vous vous situiez dans le cadre de la délibération en acte. Voilà, merci. Juste pour répondre rapidement à ça, moi, Hitler, là-dedans, je récupère en gros une de ses positions à un moment, sans totalement reprendre en fait sa réflexion. Je ne m'inscris pas en fait dans la continuité de ce qu'a proposé Hitler plus largement. On a encore le temps pour d'autres questions. Oui. Bonjour, merci beaucoup de cette découverte de la Démocène, puisqu'elle a une longue histoire. Mais je me posais une question qui est aussi une question que je vais adresser, que je n'ai pas pu poser donc, à nos collègues autour des Gilets jaunes. C'est cette question justement de l'autonomie médiatique et technique. Alors on voit que la Démocène justement a cherché bien sûr à s'autonomiser aussi du côté de ses outillages, mais je me posais générationnellement s'il n'y a pas aujourd'hui aussi des groupes générationnels qui vont plutôt commencer par tweet, enfin les parcours en fait des démocéneurs les plus jeunes, et si comment s'articulent les plateformes du marché avec ces outils plus autonomisés du côté de la démocène. Et du côté des Gilets jaunes, je me posais aussi la question, vous avez mentionné le média des Gilets jaunes vécus, donc je me posais aussi la question du rôle dans la montée en généralité ou singularité des dits automédias, parce que le mouvement des Gilets jaunes s'est automédiatisé. Bien sûr, il y a eu David Dufresne qui a eu ce rôle de médiateur, mais il y a eu d'abord l'automédiatisation par la prise de vue, et ensuite la mise en commun, et dans lequel il y a aussi un espace médiatique autonome qui est celui des médias dits automédias dans les Gilets jaunes. Donc c'est aussi une question sur l'articulation entre toute cette chaîne médiatique qui va des médias mainstream, des médiateurs autorisés comme David Dufresne, également des automédias qui sont quand même une production originale que vous n'avez pas mentionnée. Voilà. Alors, on va... Là, c'est la démocène. Ouais. On pourrait commencer avec toi, Florian, on terminera la discussion donc, avec vous. Ok, merci. Alors moi, par rapport à cette question, en fait, il y a quelque chose en fait avec la démocène. Bon, d'une part, je vais préciser que moi, je travaille plus largement sur la programmation créative. Donc la scène démo, en fait, c'est une partie de mon corpus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont plus spécialistes de cette communauté qui pourraient mieux répondre à cette question que moi. Mais en tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que cette volonté d'indépendance dans la diffusion, dans la création, en fait, c'est quelque chose qu'on intègre à partir du moment où on accède à cette communauté. Parce que pour moi, ça fait partie de la raison d'être, finalement, de la communauté, de repousser les limites des plateformes, comme je disais. Et de ne pas, finalement, se contenter des outils que les constructeurs nous donnent, essayer de bidouiller, justement, pour créer de nouvelles choses. Et autre chose par rapport à ça, c'est comment se positionnent les plus jeunes par rapport à ces plateformes. Ben, c'est un des problèmes de la scène démo, c'est que des plus jeunes, il n'y en a pas beaucoup. La scène elle est assez vieillissante, comme beaucoup de communautés hackers, comme beaucoup de communautés de créateurs sur Internet. C'est que même si la scène survit depuis 40 ans, il y a beaucoup moins de membres qu'à une époque. Il y a beaucoup moins de production, et même si ça continue à montrer des images, ça date de 2023. Elles ont 2 mois. Mais je pense que il n'y a pas énormément de différences de pratique en fait entre les différents âges dans la communauté de la scène démo. Voilà, c'est une impression
Merci pour ta question, Laurence. Alors, sur le rôle des automédias c'était le rôle des automédias dans la Constitution Dans toute cette galaxie médiatique de mise en commun, de solidarité, le rôle des automédias, l'originalité des médias. Ils ont eu un rôle de médiateur parce que c'était des médias tenus par des gens assez expérimentés dans le champ militant, donc ils ont pu justement faire office de passeurs de savoir. C'est également un rôle de centralisateur. Par exemple, Edouard, tu disais dans ta thèse que justement, la force du mouvement des Gilets jaunes, c'était que justement ça venait un peu de partout, de par le bas, mais le problème c'est qu'il y a un risque, c'est le risque de l'éclatement, le risque justement d'avoir une dissémination totale des initiatives. Il faut un peu de coordination, il faut un petit peu de verticalité. Donc il y a toujours eu un peu cette tension entre le besoin de rassembler le plus de gens et en même temps de se doter des institutions, enfin pas des institutions, mais des acteurs un petit peu verticaux. Voilà, c'est un peu la difficulté qu'a rencontré ce mouvement. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit avant, dans la question que tu avais posée à Florence sur l'âge et les outils, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'avais rencontré qui a été très important. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est plutôt âgé en termes de moyenne d'âge. De mémoire, c'est aux alentours de la cinquantaine. Fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. C'est aussi beaucoup de gens qui viennent de la France, de l'Internet, des familles modestes, comme le dit Dominique Pasquier, donc des gens qui ne sont pas forcément rompus aux technologies les plus tanquantes. Et on se rend compte qu'ils ont beaucoup utilisé, alors il y avait WhatsApp, mais surtout après Signal et Telegram, ce qui signale le fait ce qui témoigne du fait qu'ils ont déjà eu une sorte d'expérience militante qu'ils ont accumulée. Et moi j'avais lu un responsable Gilets jaunes montpelliérain qui me disait que lui, il était vraiment très expert dans les technologies numériques, et il me disait que justement, ça avait été une des difficultés. C'est-à-dire qu'ils avaient mis en place des outils très en pointe informatiquement, vraiment empreints justement de l'esprit des hackers, etc. Il me disait, mais ça passait pas, parce que la plupart du public n'était pas assez habile techniquement pour pouvoir les utiliser. Donc la grande difficulté du mouvement, c'était de se trouver les bons outils, c'est-à-dire assez libres et assez sophistiqués pour justement échapper aux censures, avoir cette liberté, mais en même temps assez accessible. Et pour compléter, c'est parce que moi c'est intéressant, mais en fait les automédias, je les ai très peu vus dans les observations que j'ai faites pendant ma thèse. Bon après, c'est aussi par mon profil, via la manière dont j'ai accédé à ce que je pouvais voir, ça a aussi pu créer un effet qui fait que ce n'est pas ce que j'ai vu. Les médias, disons vite, alternatifs, qui étaient dans mon corpus et très mobilisés, c'est pas du tout des gens qui se sont inventés pendant les Gilets jaunes, c'est des gens qui étaient là depuis longtemps. C'est des Armonlais, qui sont des militants qui dénoncent le lien policière depuis de nombreuses années. C'est Révolution Permanente, alors qu'elle n'était pas encore un parti à l'époque, mais qui est un acteur important de la scène d'extrême gauche française. Et en fait, c'est eux qui étaient les acteurs relayés par les Gilets jaunes dans leur groupe Facebook. Encore une fois, moi, c'était aussi des acteurs auxquels j'étais déjà abonné, donc peut-être que c'est pour ça que c'est eux que j'ai vus. Mais en tout cas, c'est de se dire que oui, il y a des automédias qui se sont inventés, mais il y a des acteurs qui étaient là depuis longtemps. Il y a des personnes en leur nom propre qui ont aussi réussi à trouver une certaine visibilité dans ces groupes, etc. Et sur Twitter, c'est encore différent, ce sont d'autres acteurs qui sont très importants, mais ce n'est pas des automédias à proprement parler qui se retrouvent dans mes corpus comme étant des acteurs de la dénonciation des violences policières. Voilà, sur ce point précis.